Marco. Oui. Déjà, merci pour votre accueil ici, à Terre Asile, sur ces 76 hectares de terrain fraîchement acquéris. Est-ce que vous pouvez vous présenter qui vous êtes et ce qui vous a amené ici? Alors, mon prénom c'est Noémie. Ce qui m'a amené ici, un cheminement sur quel mode de vie j'ai envie d'offrir à mes enfants, principalement au début. En devenant maman, voilà, j'ai commencé à réfléchir à plein de questions autour de l'écologie de manière générale, et puis voilà, qu'est-ce que j'avais envie d'offrir à mes enfants comme vie. Donc j'ai commencé à me questionner sur scolarisation ou non, et puis ensuite dans quel environnement j'avais envie de les voir grandir et s'épanouir. La question est venue d'élargir la famille à la tribu pour vivre dans une famille élargie en fait, avec plusieurs référents potentiels pour avoir du relais avec les plus jeunes, qui puissent être inclus dans notre quotidien et surtout qui puissent grandir vraiment au contact d'un environnement naturel, au plus naturel, avec des animaux et puis en liberté sur un espace sécure. Donc voilà comment de projet en projet on en est arrivé à monter un écolieu. Et moi, j'ai arrêté de travailler. Je travaillais pendant 4 ans dans une entreprise et puis je me suis dit ça convient pas vraiment à ce que je veux faire. Donc je suis parti voyager, découvrir le monde. Et en fait, c'est moi que j'ai retrouvé dans ces voyages où je me suis dit ah ouais, mais en fait c'est moi que je cherchais. Et à l'issue de ces voyages, 1 an ou 1 an et demi avant, je me suis dit mais en fait ce qui me branche trop, ce qui m'intéresse, c'est l'éducation, les enfants en fait, comment on transmet, quel avenir pour notre futur quoi. Et du coup, j'ai voulu monter une école, un nouveau type d'école, une école démocratique. Donc c'est là où j'ai rencontré Noémie et Itzae. Pendant plusieurs mois, on était sur ce projet. Après, on s'est dit mais en fait, c'est pas vraiment ça qu'on a envie. On a envie plutôt de l'école de la vie, ce qu'on dit. C'est plutôt de vivre comme on a envie, comme on le ressent, et que les enfants vivent ça avec nous, quoi. Et qu'en fait, on a hyper confiance en leur capacité d'apprentissage et de curiosité qui sont le fondement de leur existence et de notre existence à tous. Noémie m'a parlé une fois, mais en fait, si on pouvait se mettre à plusieurs familles et vivre ensemble, au début, je disais, mais non, mais c'est pas possible. Ça va être compliqué. Et en fait, après, j'ai fait mais oui, mais c'est ça la solution qui nous convient, quoi. Et après, on a mis quelques années pour mettre ça en place. Il y a quelques initiatives avec des lieux d'accueil parents-enfants qui se font quelques jours, quelques heures par semaine dans certaines communes. Mais finalement, dans le quotidien, en tant que parent, on est très seul. Et surtout quand on choisit d'autres alternatives éducatives pour nos enfants, quand on choisit la non-violence, quand on choisit de les respecter pour ce qu'ils sont en tant qu'êtres humains et de les considérer dans les décisions qui les concernent, finalement on se fait regarder comme des extraterrestres. Et moi j'avais besoin aussi de créer un lieu de vie sécure pour moi, ma famille, et où on se retrouve dans ces valeurs de respect en fait, de l'humain quel que soit son âge, avec d'autres familles et d'autres individus. Donc voilà, on est en train de se créer cette micro-société de rêve, et puis dans l'idée de transmettre et d'essaimer aussi, de se faire connaître et peut-être d'inspirer d'autres personnes aussi dans cette façon de vivre. Qu'est-ce qui fait la beauté de ce lieu? Moi, c'est très irrationnel. Je me suis sentie très bien sur ce lieu dès le début. J'aime que ça soit préservé parce qu'on est au bout d'une petite route communale, mais que du coup, c'est un cul-de-sac. Donc c'est nous qui sommes au bout. A priori, à part quelques randonneurs égarés, on est complètement préservé. Et à la fois, on est à 5 minutes du village. On peut même descendre à la grotte à pied. Donc à la fois, on est en lien et à la fois, on est préservé. J'aime que ça soit un plateau où on voit loin et qu'à la fois, il y ait du relief au loin. Je vois les montagnes, ça me rassure quand j'ai les montagnes en vue. Je sais qu'elles ne sont pas loin. Et je vois quand il neige sur les Pyrénées. Je trouve ça beau. J'ai adoré aussi qu'il y ait des prairies où direct j'ai imaginé des animaux, les chevaux qui galopent. Et ça s'est présenté.
Et voilà, d'imaginer les enfants qui courent là, qui sont complètement en sécurité sur ce terrain de jeu où ils peuvent explorer à fond. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, quoi. Ils ont découvert beaucoup plus vite que nous. Ils avaient des cabanes aux quatre coins du terrain. On avait à peine commencé, nous, à se balader sur le terrain qu'eux, ils le connaissaient presque par cœur. Et ça, waouh. J'ai vu le potentiel de fou, quoi. Tous les bâtiments où j'ai déjà imaginé, les salles de séminaire, la serre, le fournil, les gîtes d'accueil. Enfin, ouais, moi, je me suis projetée direct, quoi. Et le seul truc, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. On n'a pas de source, il n'y a pas de rivière qui coule. Et là, il y a Escani qui nous a dit « Mais on va faire un design permaculture, on va créer des bassins, on va faire de la récupération d'eau. » Et je dis « Ok, vas-y, c'est parti, on y va. Autonomie hydrique. » Voilà, de toute manière, c'est voué à s'assécher partout en France, donc il va falloir trouver des solutions alternatives. Donc autant y aller, quoi. On n'a pas été arrêté par ça. C'est marrant parce qu'on cherchait entre 20 et 40 hectares. Et puis on est arrivé ici, on a fait 74 hectares. Bah ouais, en fait, ça colle. Ça colle dans l'idée, en fait, plus on est de famille et plus en fait il y a d'interaction entre les enfants et plus quelque part on peut pousser l'expérimentation telle qu'on l'imaginait, quoi. Et plus ça faisait de sens. Et moi, ce qui m'a séduit sur le lieu, c'est aussi ce côté plateau, quoi. En fait, on a un endroit préservé où en fait c'est que chez nous et que chez les enfants, enfin que tout le monde est dans un même espace et on est en sécurité dans cet espace. Et puis c'est aussi le fait que ce soit accessible facilement. En fait, on a visité mais tellement de lieux et quand même, tous les collectifs qu'on a vus, les visites qu'on a faites, et en fait, il n'y a que cet endroit où vraiment je me suis senti, ah ouais, c'est bon, c'est là. Le gros deuil quand même, c'est que moi j'adore la rivière et en fait il n'y en a pas sur le lieu. Et en même temps, voilà, il y en a une juste en bas et ça nous permet aussi d'aller sociabiliser. Mais ouais, c'est pas un coup de cœur aussi. Au final, pas très rationnel. Là, j'essaye de trouver des trucs rationnels, mais c'est ok, en fait c'est là, c'est bon. Ouais, on s'est senti chez nous. Puis le Mas d'Asile, c'est un village chouette. Ouais. Il se passe plein de trucs, il y a un beau marché, il y a des petits festivals, il y a une librairie féministe, il y a des activités, on n'est pas loin de Saint-Giron aussi, où il y a plein de trucs chouettes. Puis bizarrement, le Mas d'Asile, on en a entendu parler il y a quelques années, et c'était comme une espèce de curiosité. La terre promise. Mais c'est ça, et du coup on l'a découvert par le terrain. Et comment on crée un lieu comme ça ? Le premier pas, ça a été le rêve de « mais si on agrandissait ça à l'échelle de notre vie quotidienne ?» quoi. Voilà, comme disait Blaise, l'école de la vie. Ensuite, ça a été en parler autour de soi et rencontrer des personnes que ça fait vibrer autant que nous. Donc là, de se dire « ah, mais en fait, on n'est pas seul, on est plusieurs à rêver de ça. » Et voilà, le rêve devient commun. Et à partir du moment où on est plusieurs et où on rencontre les bonnes personnes, après, on a mis en place des outils de réunion, de prise de décision. C'est vrai que ça, c'est plutôt Blaise qui a apporté toutes les questions de gouvernance dans l'équipe. Parce qu'il était plus formé et outillé que les autres. Mais finalement, il y a de plus en plus de propositions quand même. Il y a des lieux inspirants qui existent déjà. Donc après, c'est comment on se forme auprès des gens qui ont déjà expérimenté. Et voilà, et on commence à co-créer un projet comme ça. Après, il y a les recherches de financement, de terrain, tout ce qui s'ensuit, l'administratif. Mais ce qui est chouette, c'est que voilà, on a rencontré des personnes avec qui on était très complémentaires. Et entre le rêve, la discussion, le quotidien, et quand il faut passer à l'action, tout s'est bien mis en place, tout s'est bien goupillé. Et voilà, en moins de 2 ans, le projet il était monté, on avait trouvé le lieu, on avait créé l'asso avait acheté le lieu. Et là, ça va faire 2 ans qu'on a commencé à bosser dessus, et ça fait déjà quelques mois qu'on est installé sur le lieu. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de recette magique, quoi. Je pense au coq à l'âme, je pense à Pourang, je pense à nous, et même sur un projet qu'on avait avant. Enfin, en fait, chacun trouve sa voie pour suivre ce qui fait sens pour lui ou pour le groupe. Il y a plein de façons de pouvoir débuter. Nous, là, sur ce projet, on a débuté à 2 familles, et c'était important pour nous de débuter vraiment petit pour ensuite s'agrandir. Mais il y a d'autres exemples comme le coq à l'âme par exemple à Bordeaux où en fait eux ils sont hyper nombreux, ils n'ont pas encore de terrain et en fait ça fait vachement de sens pour eux. On a choisi aussi de ne pas vraiment trop être dans la projection. Ce qu'on avait pu expérimenter sur un précédent projet qui finalement n'a pas abouti.
mais où on prévoyait tout, on parlait exactement de jusqu'à qu'est-ce qu'il y aurait à manger dans les placards des pièces communes, quoi. On prévoyait tout, et puis finalement, ça n'a pas abouti. Et là, on s'est dit, pour un gain d'énergie et d'efficacité, on a envie de travailler avec vraiment ce qui est vivant, les problématiques concrètes qui existent. Et quand on rencontre une problématique, ben là, il y a un cas concret sur lequel bosser, et en fait, ça a été beaucoup plus efficace comme ça. La gouvernance, ça paraît important, notamment chez toi. Qu'est-ce qu'on appelle gouvernance ? C'est la capacité à fonctionner ensemble, à ce que chacun puisse trouver sa place, à ce qu'on puisse partager le pouvoir, que chacun ait une partie du pouvoir. C'est vraiment comment équilibrer le jeu, l'individu, et le nous, le collectif. Et ce qui permet à chacun de pouvoir être en paix aussi en soi et aux autres. Ce qui n'est pas forcément un chemin évident. Parce que ce que je me rends compte, et je me permets de parler pour moi dans ce que je me rends compte, c'est que on a quand même pas mal de choses à déconstruire dans un fonctionnement qui est plutôt hiérarchique. Et en fait, c'est aller redécouvrir des nouvelles façons de faire, quoi. Mais en fait, la gouvernance, on peut croire que c'est des outils qu'on utilise et qu'on met en place et ça fonctionne. Et en fait, c'est pour moi pas du tout suffisant, quoi. Il y a les outils à mettre en place, mais aussi toute une posture de coopération, en l'occurrence, qui a besoin d'aller travailler et qui met du temps à se mettre en place, en tout cas dans ma situation. C'est comment, en fait, ensemble, on coopère. Et c'est pas si simple. Et c'est pas que dans le mental, c'est avec nos blessures, c'est avec qui on est, c'est nos identités et nos singularités, et comment nos singularités permettent d'avancer ensemble. Et elles sont reconnues, et elles ont leur place, et en même temps, il y a le collectif qui est présent. Enfin, c'est vraiment un jeu entre le jeu, le nous, les outils, le processus. Enfin, c'est un sacré voyage que j'adore, et qui nécessite un engagement quelque part. Qu'est-ce que ça implique pour un lieu de passer en gouvernance partagée, pour un lieu ou pour un groupe de gens ? Alors, depuis mon point de vue, ça implique un engagement personnel à aller déconstruire certains schémas sur lesquels on a vécu dans notre société, dans notre famille. Et après, aller connaître des outils, mais quelque part, c'est presque accessoire. Mais c'est être prêt à cheminer personnellement pour aller s'accueillir pleinement, et même dans nos parts d'ombre, quoi. Ouais, peut-être de prendre ses responsabilités aussi, ça implique une certaine souveraineté, de dire que je suis actrice et créatrice de ce qui se passe, je fais partie du groupe et je suis un maillon de ce système, quoi. Et si à un moment donné, il y a quelque chose que je trouve défaillant dans le système, j'ai aussi un pouvoir d'action là-dessus et je peux prendre ma responsabilité. Ce qui peut parfois être plutôt confortable dans un système plus pyramidal il y a un truc qui ne va pas, c'est la faute au patron, c'est la faute au chef. Et là, il y a pas vraiment question de ça, quoi. C'est plutôt chaque individu a un périmètre d'autorité et à sa souveraineté à prendre en main dans ce périmètre-là, quoi. Ça demande aussi de lâcher le devoir, le faire plaisir et vraiment... faire ce qui me semble juste là, ce qui me semble au service pour moi en tant qu'individu, pour le groupe. C'est un nouveau filtre, une nouvelle grille de lecture. Ce qui est juste pour quelqu'un n'est pas forcément juste pour l'autre aussi. Comment vous avancez ensemble, du coup Ça peut être aussi la cause de certains conflits, de ce qui paraît ultra au service pour certains, au service du projet et au service des individus, peut sembler des fois violent pour d'autres. Donc, comment on crée des espaces pour pouvoir libérer la parole là-dessus, parler de nos besoins, en fait, comment ils sont nourris ou non, comment le collectif ne devient pas oppresseur des individus, et en même temps, comment les individus s'engagent aussi à ce que ça fonctionne pour le collectif. C'est toujours ce jeu d'équilibrisme, de trouver comment prendre soin de soi au milieu d'un groupe. Ouais, c'est assez délicat. Et je pense qu'on s'est retrouvés face à ces difficultés-là, là, en tout cas... dernièrement. Et moi, j'en arrive à la conclusion que ça demande quand même de poser un cadre ultra clair à la base. En tout cas, moi, j'ai envie de ça. Donc peut-être qu'il y en a qui arrivent à faire autrement. Mais de poser des mots et de se mettre d'accord sur les mots et sur les fonctionnements
que ça soit très très clair sur, en fait, sur quoi on a envie de partir, qu'est-ce qui nous nourrit et qu'est-ce qui est sécurisant. Parce qu'un cadre qui est sécurisant pour certains peut être très oppressif pour d'autres. Donc savoir si on part vraiment sur les mêmes bases de fonctionnement ensemble. Et puis s'il y en a pour qui ça ne convient pas, ben, c'est ok, mais peut-être que leur projet il est ailleurs et du coup ils vont monter un autre projet qui leur convient mieux. Je pense que ça demande d'être très très aligné dès le début. En tout cas, moi, je me suis retrouvée face à cette difficulté, à vouloir être très inclusive au maximum, à faire plaisir à tout le monde, à ce que tout le monde s'y retrouve. Et en fait, je me retrouve face à une réalité, non, tout le monde ne peut pas se retrouver dans le même projet. À un moment donné, faut faire un choix, quoi. Ce projet-là, on l'incarne de telle manière, et il y a d'autres projets qui s'incarnent d'autres manières. Et il y a peut-être des projets pour tout le monde, mais ce projet-là, il n'est pas pour tout le monde. Et ça, c'est difficile pour moi, de me dire que je vais dire non à des personnes. Voilà, c'est encore tout tâtonnant. Je découvre tous ces aspects-là du conflit. Enfin, en tout cas, un récent conflit, encore tout frais, me fait porter un nouveau regard et clarifier plein de trucs sur notre fonctionnement. Avant, j'étais plutôt utopiste en me disant mais ça se passera bien, on parlera de nos tensions au fur et à mesure, on fera avec le vivant, on se parlera des choses. Et puis on trouvera toujours une solution. Et en fait, dans les moments où c'est tendu, c'est pas si simple d'aller dire les choses et de parler de ces tensions. Donc j'aime bien comment les choses soient claires dès le début, qu'il y ait un cadre, qu'il y ait des protocoles clairs, et puis après, on se sent plus libre dans ce cadre-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Du coup, vous avez des outils à préconiser en termes de gouvernance ou des temps qui permettent de libérer les tensions, les émotions? À préconiser, je sais pas, on a expérimenté pas mal de trucs. Au final, on arrive quand même là à une séparation avec d'autres cofondateurs du projet. Donc mine de rien, voilà quoi, les outils c'est bien beau, mais des fois ça suffit pas parce que être en relation avec d'autres êtres humains, ça vient réveiller des blessures assez profondes, et quand on n'a pas pris soin de ces blessures-là en amont, on peut plus rien faire quoi. Quand on est dans le conflit, c'est douloureux. Enfin c'est douloureux, ouais. C'est ces blessures-là qui viennent s'activer les unes les autres. C'est qui là? Ouais, on a pas mal d'outils, en tout cas pas mal d'outils de prise de décision, on a pas mal de formats de réunion qu'on a déjà mis en place et qui fonctionnent. Et après, pour les conflits, moi j'en viens à me dire que le mieux c'est quand même d'être accompagné par quelqu'un d'extérieur et de ne pas chercher à tout gérer de l'intérieur. C'est vraiment chouette d'avoir de la ressource extérieure. Notamment d'avoir des personnes pour nous écouter, juste ça quoi. De pouvoir vider son sac et pas ruminer dans son coin, parce que les tensions, des fois, on n'a pas le temps de les traiter de suite et ça augmente vite quoi. Quand on en parle entre nous ou quand on reste avec, ça peut vite prendre une ampleur assez disproportionnée. Donc avoir de l'écoute à l'extérieur, avoir des groupes de soutien. Après, on a expérimenté les cercles restauratifs, on a expérimenté la médiation, on a expérimenté la supervision. Et on a soif d'expérimenter encore d'autres trucs. Mais bon, si je préconisais un truc, c'est de ne pas laisser gangréner les tensions, quoi. De pouvoir, en fait, se mettre d'accord, de pouvoir parler de tout. Même si ça fait réagir, même s'il y a des sujets qui font bondir. Et là, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé pour nous, quoi. Il y a eu des sujets un peu tabous, notamment les sujets qui tournent autour du pouvoir. Il y a un truc, j'imagine beaucoup aussi dans ces projets qui visent à une transition sociétale et du coup qui remettent en question beaucoup les systèmes pyramidaux avec la hiérarchie classique qu'on connaît. Et un truc où le pouvoir, c'est tabou, c'est diabolisé, et surtout, il ne faut pas qu'il y ait une forme de pouvoir quelle qu'elle soit. Et donc le leadership, tout ça, c'est comme si... En parler, c'est douloureux, quoi. Ça rappelle des souvenirs, je ne sais pas trop, peut-être scolaires. Ça, c'est mon interprétation. Donc voilà, essayer de pouvoir parler de tout. C'est déjà un bon engagement. C'est pas facile. En fait, ça me replonge dans il y a un peu plus d'un an où on commençait à parler du conflit et à se dire ok, on a besoin de mettre des choses en place pour arriver simplement à pouvoir se dire les tensions. Et on a essayé, et en fait là, avec du recul, je me rends compte que personnellement, j'ai encore à cheminer pour pouvoir exprimer clairement, sans avoir peur de la blessure chez l'autre, en fait. Et ça, j'ai envie vraiment de grandir encore et encore pour pouvoir exprimer. À la rigueur, recevoir, c'est vachement plus facile.
j'ai envie d'exprimer. Et dans les outils que tu parlais, il y a un super... Alors on a essayé aussi de faire du préventif. On a mis des espaces expression où on part en 2 heures, on parlait d'un sujet qui nous était pas confortable. Et dans la même veine, il y a le forum de ZEG qui est un superbe outil, je dirais préventif, qui permet vraiment de livrer la vulnérabilité de chacun dans un cadre sécurisé et qui est super chouette à expérimenter. Et que j'ai hâte de pouvoir mettre en place ici. Après, il y a besoin d'au moins une dizaine de personnes, donc là, on n'est pas assez nombreux. Mais j'ai vraiment hâte de pouvoir le vivre, enfin peut-être pas au quotidien, mais régulièrement, quoi. Comment ça se passe? Il y a 1 ou 2 facilitateurs, facilitatrices, et un cercle d'au moins 10 personnes, en général assis confortablement. Et il y a... Sur des chaises. Ah oui, sur des chaises. C'est ça, et il me semblait bien qu'il y avait un truc... sur des chaises, pour être tous à la même hauteur. Et il y a toute une ambiance quand même qui permet que chacun puisse se sentir en sécurité. Amené par le facilitateur ou la facilitatrice. Et une personne vient déposer quelque chose qui est assez fondamental pour lui ou pour elle. Et en fait, toutes les personnes autour sont beaucoup en soutien de cette personne pour qu'elle aille traverser sa vulnérabilité, ses blessures. On ne sait pas trop, en fait. Ça peut être sans parole, ça peut être que en gestuel, ça peut être que de la parole. C'est vraiment très libre. Et la personne qui accompagne le suit dans tout ce qui se passe, quoi. Il suit la vague. C'est comme si le facilitateur, la facilitatrice surfait la vague de la personne qui était au centre. Ouais, ce que j'ai envie de rajouter, c'est comme venir mettre en scène sa problématique du moment, une difficulté qu'on traverse face au groupe. Et quand je t'entends parler de soutien, effectivement, c'est soutenant. Alors, c'est un soutien tout à fait silencieux. Le groupe est juste là en tant que spectateur. Mais, personne va venir intervenir sur ce qui se passe. Mais c'est plutôt dans l'énergie de soutien, quoi, dans la posture d'être là avec la personne qui se livre. Et cette mise en scène, elle peut être plus ou moins très théâtralisée ou vraiment juste complètement dans l'authenticité du moment. J'aime bien cet outil parce que pour moi, ça permet d'être en lien avec ce qui se passe pour une personne. On n'a pas toujours l'occasion, dans le quotidien d'un collectif, d'avoir des moments informels au quotidien avec chaque personne du collectif, chaque habitant, chaque habitante. Et là, de se retrouver là-dessus, ça permet aussi des fois de prendre conscience de « Waouh, ah ouais, en fait, cette personne, elle traverse ça en ce moment. » Mais c'est complètement dingue. On est avec l'intensité de ce qu'elle traverse et de se dire « Ah, mais c'est peut-être ça aussi. » Enfin, ça peut expliquer certains comportements et ça permet d'être en lien avec l'intensité de ce que traversent les personnes. Et ça, je trouve ça fort. Et puis après, ça fait aussi vivre des miroirs. Il y a des résonances, en fait. Quand quelqu'un travaille sur lui ou sur elle face à nous, forcément, ça vient de nous faire bosser aussi. Et ça, c'est absolument génial aussi, quoi. Ça, c'est une partie du forum, parce qu'en fait, après, il peut être décliné en plein d'autres formats, ce qui est appelé le forum thématique, où, par exemple, on met comme thème le pouvoir, par exemple, et en fait, chacun va au centre et parle de sa relation au pouvoir, de qu'est-ce qui se passe pour lui, ou l'argent, ou toute autre chose. Il y a même aussi on a vécu une soirée en forum... Théâtre forum, où il y avait des contraintes données à des personnes, et puis c'était tout un spectacle donc corporel, vocal, ça dépend de la contrainte, et c'est assez fort en énergie collective, l'énergie que ça fait émerger, quoi. Il y a un endroit pour se former ou pour voir ce genre de forum? Alors, à ZEG directement, qui est à la racine du forum, en fait, pendant des années. En fait, ZEG, qui est à côté de Berlin, a créé ça pendant des années. Ils ont expérimenté énormément de choses. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'ils existent. Et après, en France, nous, on a été à une formation de base de ZEG à Aerium. L'Aerium, c'est un collectif dans les Cévennes. Et donc là, il y a la continuité de cette formation en novembre, je crois. Et puis moi, j'aimerais bien qu'on puisse faire des formations de base et les évolutions, quoi, à Terre Asile ou en collaboration avec Pourg, peut-être Sainte-Camelle, à voir.
Ouais, on aimerait bien aussi faire des partenariats avec les autres collectifs du coin et pouvoir s'inter-échanger des facilitateurs et des facilitatrices. On a déjà eu une demande de Pourgue et je trouvais ça chouette pour les cercles restauratifs. Encore une fois, de ne pas rester qu'en interne, parce que des fois, on est touché dans l'affect et on est impliqué plus ou moins directement dans les tensions et les conflits. Et je trouve ça vraiment super pertinent de faire venir quelqu'un d'extérieur qui est complètement neutre et de pouvoir plonger complètement dans l'exploration de nos tensions. Oui, à chaque fois, on grandit pas mal, ouais. Puis moi, en plus, j'étais dans une phase vraiment pas bien. Et je me souviens je suis allé au centre, ça a duré 1 heure, j'en sais rien, mais c'était assez fort. Ça m'a replongé dans mon chemin personnel pour grandir, quoi. Enfin, avec tous mes freins, notamment d'expression, j'étais vraiment pas bien et ça m'a. C'est comme si j'étais très renfermé sur moi et puis le fait de faire le forum, je suis parti de tout petit comme ça et puis en fait je me redéployais et je reprenais ma respiration, mon ancrage, reconnecter à mon corps et puis à ma raison d'être, le pourquoi je suis là et tout. Ouais, c'était assez fort. Comment vous voyez la suite du collectif ? On continue sur notre lancée, on a envie de s'agrandir, donc il y a des nouvelles familles qui vont... Là, on est 3 familles actuellement. L'idée, là, tout de suite, on n'a pas complètement acté ça de manière officielle, mais c'est plutôt de rester en petit comité pour passer l'hiver, de remettre à plat des choses qui ne sont pas complètement claires et qui sont apparues la suite au conflit récent et à la séparation donc, avec l'autre famille cofondatrice. Donc voilà, refondre un peu notre fonctionnement, mettre à plat, peut-être avec un manuel de fonctionnement, notre cadre, nos façons de gérer les conflits, avec un protocole au plus clair possible, et puis un processus de sortie aussi, parce qu'on n'avait pas eu de cas concret pour travailler dessus, donc ça y est, on en a un. Donc on voit là où il y a vraiment nécessité de mettre les choses au clair et que ça soit écrit en amont. Peut-être aussi rebosser sur la raison d'être, se retisser du lien pour vérifier si on est bien OK sur les bases sur lesquelles on part, pourquoi on est ensemble, quoi, qu'est-ce qui nous fait vibrer ensemble. Et il y avait autre chose, je pensais aussi aux engagements, aux redevabilités, en fait, pourquoi on signe quand on rentre à Terre Asile et qu'est-ce qu'on peut attendre en retour, qu'est-ce qu'on peut attendre de la vie en collectif, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de recevoir et à quoi on est prêt, qu'est-ce qu'on est prêt à donner et qu'est-ce qu'on a envie de recevoir. Et ça, je trouve que c'est aussi fondamental, quand on rentre, d'avoir cette clairvoyance-là et d'être honnête là-dessus, quoi. De ce que le collectif peut apporter, de ce que le collectif peut proposer, mais aussi d'à quoi on est prêt à s'engager. Voilà, ça va être ça principalement. Ouais, pour moi, c'est le gros enjeu de la fin de cette année. C'est de comment on assume la proposition du projet Terre Asile qu'on ressent et qu'on imagine. Et de pouvoir être au plus clair par rapport à ça. Et de vraiment le tenir et du coup faire un processus d'entrée en conséquence. De pourquoi, qui peut venir et pourquoi. Ça va être vraiment l'enjeu de cette année. Et je pense qu'on en était déjà un peu conscient et en même temps c'est vraiment le conflit là qu'on vient de vivre depuis 2-3 mois qui nous permet d'identifier ce qui est important. C'est la un peu vision, quoi. Ouais, la vision, l'essence du projet, le pourquoi il existe et qu'est-ce qu'on veut. Et ça permettra aux personnes de dire « Ah bah oui, moi, c'est ça aussi que je veux » ou « Non, c'est pas ça ». Et ça permet vraiment d'avancer, quoi. Ouais, parce qu'en fait, des écolieux chouettes, il y en a plein en construction. Et on pourrait se retrouver dans un peu tous, finalement. J'ai l'impression qu'on a tous et toutes envie de prendre soin de la terre, de prendre soin de nos relations. Mais voilà, qu'est-ce qui fait notre spécificité à nous ? Sur quoi on a envie de s'engager comme vision claire et définie. Et ça va être notre gros chantier, je pense, de cet hiver. Et en même temps, on aspire à de l'honnêteté, de la transparence et à pouvoir être vraiment clair dans nos limites, en fait. Comment on fait alors quand on est plusieurs familles dans un projet
et réussir à percevoir à quel point nos cadres et nos rêves sont similaires et compatibles. Ça, c'est tout. Bah alors, c'est difficile à répondre et en même temps, c'est un peu l'enjeu de ces mois et de là, ce qui est en cours. On n'avait pas la même vision du projet, même si on s'était mis d'accord sur la raison d'être. Et en fait, on a probablement tous imaginé quelque chose, mais qui en fait n'est pas ce qui s'est passé. Enfin là, de ce qu'on a vécu, peut-être qu'en fait, c'était pas ce qu'ils imaginaient eux. Et au final, il y a comme un... C'est pas la Comme marche. une désillusion. Ouais, c'est comme une désillusion. Ah oui, c'est ça qu'on voit ensemble. Et en concret de ce qui se passe réellement, bah non, finalement, c'est pas ça que je voulais. Donc, est-ce que déjà à la base, il n'y avait pas des visions qui n'étaient pas du tout les mêmes et qui ne se rejoignent pas, en fait, qui ne se sont pas rejoints? Donc du coup, pour se mettre d'accord sur est-ce qu'on part sur la même vision, j'imagine qu'il faut déjà en parler, quoi, et d'être au plus clair. En tout cas, moi, c'est ça que ça vient faire naître chez moi comme réalisation. C'est, en fait, est-ce que j'ai été complètement honnête tout le temps dans ma vision du projet? C'est un peu ce que je racontais tout à l'heure, quoi. Est-ce que j'ai pas cherché un peu à arrondir les angles, à faire plaisir à tout le monde, à pas être pleinement dans l'expression de moi, parce que je voulais que ça soit un projet qui plaise à tout le monde, et puis j'aimais bien, on était copains, et j'aimais bien qu'on soit ensemble. Enfin, c'est vrai que j'ai pris plaisir à co-construire, à collaborer ensemble. Mais finalement, il y avait un truc où, dès la base, on n'avait pas la même manière d'incarner le projet. Donc peut-être déjà clarifier qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi. Sans avoir peur de blesser l'autre, sans avoir peur de... finalement, de la rupture aussi. De se dire, peut-être finalement, ça va pas lui plaire complètement. C'est OK. Tant pis, je fais le deuil de... On pourra pas monter ce projet ensemble, mais peut-être on pourra être amis à côté. Donc voilà, des espaces de discussion là-dessus. Et puis moi, toujours, je pense à mes accompagnements, mais j'ai très envie qu'on se fasse accompagner par des personnes qui ont de l'expérience et qui ont un regard extérieur. Et je pense qu'on peut s'entraider comme ça entre collectifs naissants. Nous, j'imagine qu'avec notre expérience, on va peut-être pouvoir proposer des accompagnements ou en tout cas du soutien pour d'autres. Et d'autres, avec leur regard aussi et leur expérience, vont pouvoir nous soutenir. En tout cas, arrêter de faire genre on est des super-héros et peut-être amener un peu d'humilité aussi dans notre façon de faire. Et on peut se nourrir de l'expérience des autres. Enfin, en tout cas, là, moi, j'ai vraiment ce regret même si je suis très contente du dénouement de la situation et que ça me convient et que je suis complètement apaisée avec le fait que la séparation, elle fait partie du processus et de la relation. C'est une issue possible. Donc ça, je suis OK avec ça, c'est notre chemin. Mais par contre, je regrette de ne pas m'être nourrie plus des expériences d'autres avant. Parce que là, je vois des vidéos, notamment de Sophie Rabi, mais il y en a d'autres qui ont fait des vidéos et je me dis, il y en a qui ont déjà vécu des cas similaires avant. Et alors, j'aimerais bien m'abreuver de ça et pouvoir voir les rapprochements avec mon expérience à moi. Peut-être j'avais besoin de le vivre pour le comprendre, pour l'intégrer dans mon corps aussi. Mais oui, clairement. Enfin, moi, j'ai l'impression de ça parce que c'est un ressenti que j'ai, mais qui était complètement... Enfin, peut-être pas complètement, mais qui était proche de l'inconscient. Enfin, c'était quelque part un ressenti, mais j'arrivais pas à trouver des mots. Et là, de le vivre, ça me permet déjà de comprendre ce qu'on me dit, notamment sur ces histoires de personnes sources. C'est des vidéos que j'ai vues, moi, il y a plusieurs mois, mais c'était vachement de malaise ou je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, de comprendre. Et donc, de le vivre, ça me permet aussi de pouvoir avancer sur le chemin, clarifier mes mots. Et puis là, je suis encore une découverte. Je suis encore pas tout à fait à l'aise avec ça, mais j'ai envie de creuser et en effet d'être accompagné et d'aller plonger dans ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord? Ouais. Ça demande, je pense, de se permettre de parler des choses qui sont inconfortables. Et même, j'irai encore plus loin, c'est d'aller justement là où c'est inconfortable. Parce que quand il y a une petite tension qu'on sent dans notre corps, souvent ça parle d'un truc super important où il y a un blocage dans le groupe, dans le collectif, dans le système. Et on est plutôt éduqué à s'il y a une tension, on la met de côté et c'est pas forcément bienvenu. Ça va être un sujet qui est pas confortable, donc du coup on essaye d'éviter d'en parler. Et là, je pense que j'ai encore plus envie qu'avant justement d'aller dérouler ces petits fils là de tension. Là où c'est inconfortable, c'est qu'il y a un super trésor en dessous, quoi.
Ouais, ça me fait penser à une expérience en supervision où en fait on était hyper tendus tous les quatre. Et du coup, la personne qui nous accompagne nous a mis, ok, ouais, elle a vachement joué avec ces tensions. Et elle nous a bien aussi mis le cadre que s'il y a une tension chez l'un qui est apaisée, ça va alléger l'énergie ou l'atmosphère ou le collectif. Et on l'a vécu fortement avec elle. Donc elle se centrait sur quelqu'un, hop, ça a libéré la tension qu'il avait et pouf, déjà on pouvait se regarder dans les yeux. Et puis ça a avancé presque, on s'est fait des câlins à la fin. Enfin d'ailleurs on s'est fait des câlins. Après on est revenu dans le schéma à l'extérieur de cet espace qui était sécurisé, mais ouais, c'était chouette. Un de nos rêves, parmi ceux qu'on a listés avant de partir, c'était de pouvoir créer ou de rejoindre un écolieu et avoir cette notion de régler les tensions, de penser à ces tensions-là qui peuvent plus tard pouvoir avoir lieu, d'y réfléchir, c'est une clé importante pour nous. Bah ouais, c'est super important. Et puis de se faire confiance, quoi. Le corps, il parle. S'il y a un truc qui est fermé à l'intérieur, ça se sent de toute façon, hein, au niveau du sternum, de la gorge. Il y a un truc qui se serre. En général, ça sert à rien d'insister dans une prise de décision ou dans un processus de réunion classique, quoi. Il y a un truc qui est émotionnellement trop fort et il y a un blocage. Et si une personne est complètement bloquée, ça bloque quelque chose dans le système. Donc comment on va pouvoir se permettre de libérer ça ? Et d'ailleurs, Blaise, tu disais, on n'a pas eu d'espace pour parler de cette personne source. Mais je suis pas sûre qu'on n'ait pas eu d'espace. Je pense que tu t'es pas permis. On n'a pas osé plonger là-dedans, quoi. Et pourtant, la tension, elle était présente. Enfin, moi, je me souviens de moments où on a essayé d'en parler et où tu disais, j'ai la gorge nouée et tout ça. Énergétiquement, ça se sentait dans le groupe, quoi. Les regards, d'un seul coup, ils se croisent plus. Enfin, il y a un truc qui dérange, quoi. Et là, c'est là où c'est dur de plonger. Et en même temps, c'est là où sûrement il y a un précieux joyau à aller chercher, quoi. Savoir s'écouter. Ouais, à fond. Ouais. Et puis se dire que si j'ai une tension, c'est peut-être un cadeau pour le groupe. C'est pas juste putain, je suis trop chiant, j'amène un truc relou, quoi. Non, c'est en fait, j'amène une tension et sûrement que ça va nous faire grandir. C'est avoir un regard sur le conflit aussi qui permet de faire grandir la relation et de faire grandir les individus. Oui, et en même temps, voilà, ce qui était compliqué pour moi à ce moment-là, c'est j'amène le sujet de la personne source en disant bon bah ok, c'est moi la personne source, et du coup avec les peurs de ce pouvoir où en fait ça y est, il va prendre le pouvoir, c'est son projet, c'est lui qui dit c'est tout et c'est lui qui a la main mise sur tout. Du coup avec toute cette construction en fait de notre société qui est là et un gros malaise en fait, moi c'est juste pas du tout ce que j'ai envie. J'ai pas envie d'être le chef, j'ai pas envie de prendre les décisions, j'ai pas envie que les gens ils viennent me voir pour tout ça. Et justement je veux pas rentrer dans ça et en même temps j'ai tout ce bagage avec moi qui me fait que je suis plus à l'aise et que du coup j'arrive pas à l'assumer en fait. Et donc ça fait partie de mon chemin en tout cas. Ouais. Et notamment là, ce que j'ai lu là, c'est marrant, je disais hier soir, c'est un peu une thématique que je lis depuis quelques mois et je découvre de plus en plus d'articles, de vidéos. Mais hier, je lisais les deux conditions pour que une personne source soit bénéfique pour le projet, c'est que d'une, elle l'assume et que deux, les autres laissent cette place-là à la personne source. Et là, je pense qu'on n'avait ni l'un ni l'autre. Donc ça, il y a eu du conflit. Ouais, ça me fait penser à... Enfin, chaque personne, on a notre part de lumière et notre part d'ombre, quoi. Et il y a des parts de nous qui ont été blessées et qu'on n'assume pas pleinement. Et que peut-être, si on assumait pleinement, elle pourrait rayonner aussi et être lumière. Et je pense que chaque collectif a aussi sa part d'ombre. Et nous, il y avait pas mal ce truc de pas oser dire, quoi. Pas oser déranger, pas oser blesser l'autre. Comment on prenait des pincettes pour prendre soin. Et puis d'ailleurs, notre raison d'être tourne beaucoup autour du soin du vivant. Et à trop prendre soin, et à des moments, on n'a pas été complètement honnête, on n'a pas réussi à se dire les choses cash, quoi. Et il y a des personnes d'un regard extérieur qui nous ont dit, quoi, vous êtes sur la réserve, en fait, vous vous dites pas vraiment les choses, allez-y, quoi. Oui, mais dans la volonté de prendre tellement soin de l'autre, en fait, j'omets une partie de ma vérité, là, à ce moment-là, quoi.
Ce qui du coup est pas du tout au service et en fait qui prend pas du soin. tout. Ouais. Donc c'est des belles révélations quand même qu'on a eues. Ça va nous faire bosser. Moi aussi, je trouve ça super dur de faire la part des choses entre les gens avec qui on a envie de se lancer, d'un côté et de l'autre côté, à vraiment se mettre au point sur ce qu'on veut nous personnellement, est-ce que c'est compatible avec les autres. Ouais, genre ça demande de faire le deuil des fois peut-être d'une création de projet avec des amis qui nous sont chers, avec qui on aimerait trop vivre, mais non, en fait, ce projet-là, on n'est pas compatible pour créer ce projet-là ensemble, quoi. Ouais. Et ça, c'est dur. Je pense que je pense que mon but, c'était d'amener de la transparence sur ce que je ressentais de ce qui se passait pour éviter un conflit, peut-être. Et être au clair sur le pouvoir en jeu. En fait, j'ai la grosse croyance que plus on parle des pouvoirs qui se passent de manière explicite, mais surtout de manière implicite, et plus ça permet de mieux fonctionner, que chacun est en conscience de ça, et ok que ça fonctionne comme ça. Donc un peu l'objectif, c'est d'aller mettre dans la lumière toutes les parts d'ombre, tout l'implicite, pour que finalement ce soit pas dit, que ce soit des non-dits ou des secrets de famille, ou enfin plein de choses qui en fait finalement énergétiquement et puis même dans ce qui se passe, ça frotte, les gens sont pas bien. C'est comment mettre en lumière un maximum de choses. Il y a plusieurs profils que tu as appris avec l'Université du Nou notamment. Donc il y a Personne Source. Alors, Est-ce que tu peux nous évoquer un peu différents profils qu'on va retrouver dans un projet comme celui-là? Personne Source, je ne l'ai pas vraiment appris avec l'Université du Nou. J'en ai parlé avec Laurent Vantitz parce que du coup, il est en train d'en plus d'écrire un article. Enfin, c'est assez présent pour lui, mais c'était plutôt en personnel, quoi. Ok, moi je suis en train de vivre ça, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, partage-moi ton expérience. Il y a tout un parcours qui propose l'Université du Nou qui s'appelle le parcours leader-souteneur coopératif. Et du coup, ça vient aller nous faire travailler autant intellectuellement mais corporellement sur nos parts de leader et nos parts de souteneur. Et en fait, on bascule tout le temps entre leader et souteneur. C'est pas ok, je suis leader et je serai que ça, ni souteneur et je serai que ça. C'est en fait comment, en fait, comme un fluide quoi, qui s'adapte à la réalité et au vivant, quoi. Et oui, à un moment donné, dans un cercle ou dans un rôle, je suis hyper leader et puis je vais aller mener l'équipe pour faire ça. Et à un autre moment donné, je vais aller accompagner quelqu'un en souteneur. Et souteneur, il y a une distinction entre souteneur et suiveur qu'on fait en tout cas à l'UDN, Université du Nou. C'est le suiveur, ok, je suis, mais bon, je frivole, quoi. Enfin, c'est comme si je regardais à droite à gauche. Souteneur, je suis, mais je suis présent, je suis vigilant avec la personne et je la soutiens comme je peux, même si c'est rien faire, mais même quelque part, je le porte énergétiquement, je sais pas, mais c'est ok, je te fais confiance. Pour l'instant, ça me parle pas, mais c'est pas grave, je te fais confiance et je vais avec toi, quoi. Donc il y a tout ce chemin-là, mais après il y a plein d'autres. L'Université du Nou, ils utilisent plein d'outils dans tous les sens, notamment corporels, pour aller justement travailler par le corps qui est vachement plus rapide que notre mental, qui est en plus pollué par nos constructions, etc., où notre corps nous permet de mettre en lumière nos blessures, nos fonctionnements, etc. Mais moi, juste d'expérience, c'est tellement délicieux de proposer, ça peut être le mot leader, mais d'être force de proposition et de proposer quelque chose et d'être actrice quand je me sens soutenue par le reste du groupe. Et dans le même type de proposition, quand les autres ils regardent ailleurs, qu'ils ont l'air de se faire chier, qu'ils arrivent en retard ou qu'ils ont juste l'air de ne pas avoir envie d'être là, c'est super inconfortable et ça donne envie de baisser les bras, quoi. Donc c'est aussi ça le boulot, c'est comment on se soutient les uns les autres, même si des fois on ne comprend pas tout à fait où l'autre veut en venir. Allez, il propose quelque chose, j'y vais, quoi. Je fonce, et puis peut-être qu'à la fin je dirais non, j'ai pas envie de reproduire l'expérience, et on s'ajuste. Et c'est pour ça que nous on met en place des restitutions
en fin de réunion, en général, on demande un tour où chaque personne va pouvoir s'exprimer sur ce qu'il a vécu ou ce qu'elle a vécu pendant cet espace-là, et pour pouvoir s'ajuster, quoi. En fait, s'il y a des trucs qui n'allaient pas et qui ne sont pas nourrissants, ben, on modifie. On modifie le fonctionnement. Mais en tout cas, on teste. Voilà. Test et on ajuste. Voilà. Mais bon, on est des humains comme tout le monde, et du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent des trucs de nous comme si on était les rois et les reines de la communication, et que du coup, il y en a qui tombent des nues quand on parle de conflits. Quoi, vous, des conflits? Mais en fait, nous, on est en chemin comme tout le monde, quoi. Et on a nos bugs comme tout le monde. Donc, j'ai vraiment envie aussi d'être honnête là-dessus, quoi. Et d'arrêter de passer pour une super-héroïne qui est trop forte, et qui est une super maman, qui est une super collaboratrice. Voilà, on est en chemin. On bosse à fond, et c'est ça qui nous passionne, en fait, le chemin. Plus que les objectifs. Ouais. C'est quoi votre rêve pour les prochaines années ici? Waouh. Euh, Moi, mon rêve, c'est que ça fleurisse. J'ai envie de fleurs, j'ai envie de jardin-forêt, j'ai envie que ça verdisse. J'ai envie de créer des bassins avec de l'eau. On a déjà des chevaux sur place. J'ai envie de pouvoir bosser à fond avec les chevaux, là, vraiment de me libérer du temps pour ça. Et puis voilà, qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent. Je me rends compte vraiment là avec les chantiers pendant l'été, quand il y a de la vie, ça fourmille, et puis c'est acteur dans tous les sens, ça avance à une vitesse extraordinaire. J'aime voir se transformer le lieu physiquement, quoi, matériellement. Et puis après, mon rêve, c'est qu'on devienne un lieu de formation, quoi, qu'on puisse accueillir des stages, qu'on puisse accueillir du monde, transmettre ce qui nous fait vibrer. moi, si je peux demander, moi, mon rêve, là, j'en ai 2 qui viennent, c'est de trouver des mécènes pour pouvoir faire financer les travaux sur les bâtiments, pour économiser notre énergie en autoconstruction, et que ce soit plus simple, et qu'on puisse atteindre notre vision, enfin ce qu'on veut dans ce lieu. Et l'autre rêve, c'est d'être un projet pilote, et que le gouvernement finance nos expériences, notamment par rapport aux enfants, l'éducation, à l'autre façon de voir, qui pour moi est vraiment va nous permettre de faire avancer notre société dans un sens qui fait sens, qui est important pour moi, quoi. C'est vraiment, je sais pas comment dire, mais ouais, je crois que c'est ça qui me, enfin, j'ai vraiment envie d'aller expérimenter, d'être soutenu, et franchement, si le gouvernement se soutient même financièrement, ce serait tellement génial, quoi, pour pouvoir faire vivre à nos enfants, mais pas que, à des enfants qui viendraient vivre une autre expérience de faire autrement, quoi. Et d'être considérés pour eux tels qu'ils sont, avec leur singularité, et d'être accompagnés là-dedans, et sans violence. Ouais, ça, c'est mon tien. Ouais, peut-être qu'ils n'auront pas tout le boulot de déconstruction qu'on aura à faire. Certainement un peu quand même, hein, on trimballe nos casseroles. Mais voilà, on a espoir que ce sera plus simple et plus fluide pour eux de relationner plus tard. On trimballe plusieurs carnets avec nous dans nos sacoches, dans nos vélos. Et dont un qui a un carnet de citations, donc qui a pour but de trouver des petites pépites, des petites citations, enfin en tout cas les citations qui inspirent les gens, qui vous inspirent vous du coup. Voilà, est-ce que vous en avez une à nous faire partager? Il y en a À une part que vos j'aime écrits bien dans dans le- un bouquin que je suis en train de lire, qui s'appelle L'enfant cheval, sur un enfant qui a été diagnostiqué autiste et qui part, son père emmène en Mongolie pour voir des guérisseurs et les chevaux. Et à un moment donné, il y a un chaman mongol qui dit peu importe où on va, on est toujours là où on est. Et je sais pas encore ce que je comprends derrière ça, mais ça me parle. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Ouais, c'est joli. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Yes.